Vous écoutez Guerrière par Maude Michaud, le podcast dans lequel on jase de toutes ces choses que les femmes vivent et ne devraient juste jamais vivre. Et aujourd'hui, vous écoutez un épisode hors série dans lequel on va se jaser de la Marche mondiale des femmes qui s'en vient. Puis là, raccrochez pas. Si vous n'êtes pas du type à participer à des marches, si vous n'êtes pas du type à aller dans les manifestations, cet épisode-là s'adresse à tout le monde, mais encore plus à vous. Parce que l'objectif ici, c'est oui de parler de la Marche mondiale des femmes, mais aussi du pourquoi, des raisons pour lesquelles ça vaut la peine que chacune et chacun d'entre nous y participe. Et parce que je suis loin d'être une pro sur cette question, j'ai une invitée avec moi aujourd'hui. Donc, c'est Julie Antoine, qui est coordonnatrice générale de la Coalition féministe contre la violence envers les femmes et co-porte-parole de la Marche mondiale 2025. Salut Julie, comment ça va? Salut Maud, ça va bien? Merci, toi? Très bien. Alors, écoute, attaquons d'entrée de jeu. C'est quoi ça, la Marche mondiale des femmes? En fait, la Marche mondiale des femmes, c'est comme un bébé de la Marche du pain et des roses. La Marche du pain et des roses a été initiée en 1995 par plusieurs militantes féministes, notamment Françoise David, Manon Mancé, Diane Marc, à l'initiative de la Fédération des femmes du Québec. Les femmes constataient justement que les femmes étaient victimes d'une pauvreté vraiment importante, de violences vraiment importantes, de là où vient d'ailleurs le nom de la marche, du pain et des roses. Et les femmes se sont dit, ben, ça serait le fun qu'on parte marcher jusqu'à Québec pour revendiquer de meilleures conditions de vie pour les femmes, moins de pauvreté, pas seulement pour les femmes, hein, pour vraiment toutes les personnes. Donc, les femmes, il y a environ 850 femmes qui se sont mobilisées, Et là, ils qui ont ont fait, attends un peu, marché. là, attends un peu, là. Ils ont fait Québec-Montréal, là, à Ben, ils pied. ont parti de trois villes. Ah, Trois OK, villes au parfait. Québec, puis ils ont marché. Ils ont marché, ils ont été accueillis chez l'habitant, ils ont été logés, nourris. Ils ont marché pendant près d'une semaine. Ouais, Wow, OK. ouais, c'est malade. Puis en plus, cette année, c'est particulier. Il y a plusieurs femmes qui vont partir en vélo pour la Marche mondiale des femmes. Mais là, je passe du coq à l'âne. Mais On y revient, c'est correct, c'est correct. donc, les femmes sont parties pour revendiquer justement plusieurs orientations, plusieurs revendications qu'elles avaient mis en commun lors de rassemblements spécifiques. Puis ils sont partis à Québec, ils ont été acclamés par plus de 15 000 personnes à leur arrivée. Ils s'attendaient vraiment pas à ça. On s'entend que l'ère de la technologie en 95, c'est pas celle qu'on avait aujourd'hui. Donc, c'était beaucoup plus grassroots, c'était beaucoup plus une marche vraiment de terrain. Donc, les femmes étaient très sorores entre elles, marchaient, se protégeaient aussi, hein, parce que c'est pas facile de marcher seul. Il faut trouver des bonnes places ici pour être accueilli. Donc, c'est ça. Donc, ça part de cette marche-là du Pain des Roses de 1995. Après le grand succès de la marche du Pain des Roses, les femmes se sont mobilisées. Puis, les femmes à travers le monde aussi ont vu ce que les Québécoises avaient fait. Les femmes se sont dit que ça serait vraiment intéressant qu'on puisse se mettre ensemble puis faire une marche mondiale des femmes. Parce que c'est pas juste au Québec que les femmes subissent de la violence, puis c'est pas juste au Québec que les femmes subissent la pauvreté. Donc, elles se sont mobilisées ensemble, ils ont fait venir plusieurs personnes importantes à travers de multiples pays, puis ils ont fait un espèce d'état généraux ensemble à savoir si on pouvait créer quelque chose, si elles pouvaient créer quelque chose pour dénoncer la violence à travers le monde envers les femmes. Et c'est de là que, à l'an 2000, la première marche mondiale des femmes a été faite. Mais là, c'est incroyable ce que tu me dis. C'est quelque chose qui est parti d'ici, finalement, puis qui est devenu, tu sais, je veux dire, on entend souvent ça, là, la Marche mondiale des femmes. C'est pas la première fois que je l'entends aujourd'hui. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment parti de chez nous. C'est Ouais, vraiment hot. ouais. Puis aujourd'hui, il y a combien de pays qui participent à ça environ, sais-tu? Environ 60 pays qui participent à travers le monde. Cette année, ça va être différent, par contre, que les pays marchent le 17 octobre. À la Marche mondiale des femmes, cette année, la Coalition québécoise, on a décidé de marcher le 18 octobre. Pour des raisons plus pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'on voulait avoir le plus de femmes possible. C'est un samedi, la mobilisation, c'est plus facile aussi pour les familles et tout. Il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements, parce que aussi à travers le monde, ben, c'est une grève féministe. Les femmes sortent, ne vont pas au travail pour dénoncer les violences, les conditions de travail des femmes, le travail Oui. invisible des femmes. Donc, ça engendre aussi d'autres questionnements. Donc, cette année, on appelle un appel solidaire ici aux femmes du Québec pour qu'elles puissent venir marcher avec nous. On a fait ce choix-là. Donc, c'est important pour nous d'avoir plusieurs femmes cette année à nos côtés.
Oui, puis c'est sûr effectivement que on court tellement, la vie va tellement vite aujourd'hui, on pense à toute la charge familiale qui incombe aux femmes en partant, donc de demander de venir marcher un vendredi, c'est sûr que c'est beaucoup moins évident que de venir pendant la fin de semaine. Évidemment, il y a des femmes qui travaillent la fin de semaine aussi, là, on dit pas le contraire non plus, mais c'est plus facile d'aller rejoindre plus de gens en même temps aussi, effectivement. Puis on Puis là, s'entend qu'on vit une période excessivement stressante en lien avec l'argent. Tu sais, la pauvreté est de plus en plus importante, l'accessibilité au logement. Mettre un jour de congé, c'est pas accepté pour tout. tout à fait. Puis tu vois, je le disais récemment parce que dans mon autre vie, je fais des conférences parents, entre autres, puis on observe à quel point il y a peu de gens en ce moment. Puis c'est pas parce que les parents sont pas mobilisés, c'est parce que tout le monde est dans le jus, tout le monde est occupé, les gens ont pas le temps. Puis même si c'est une priorité, il y en a quand même d'autres par-dessus qui sont plus vitales. Puis forcément, ben, ça fait en sorte que choisir le meilleur moment, c'est s'assurer d'avoir le maximum de personnes qui sont là aussi. Je trouve que c'est une décision très stratégique. J'adore cette idée de femmes qui, un vendredi, font un peu la grève en allant marcher aussi. C'est super intéressant, mais je comprends que ça prend quand même des femmes qui sont très mobilisées pour faire ce choix-là un vendredi aussi, tandis que le samedi, on va avoir ces femmes mobilisées-là et peut-être d'autres qui auraient pas été jusque-là, mais qui vont être très heureuses de venir marcher le samedi. Fait que c'est quoi les revendications de la marche aujourd'hui? Parce que je comprends que ça a évolué dans le temps. Tu m'as parlé de violence. Peux-tu m'en dire plus à propos des revendications actuelles? En fait, on a trois grandes orientations qu'on porte cette année. Là, on porte l'orientation contre les violences envers les filles et les femmes, évidemment, qui se dit comme suit. Là, nous dénonçons en fait le continuum de la violence envers les filles et les femmes. Puis ça se décline en plusieurs sous-sections en fait. Donc, nous nous mobilisons contre toutes les formes de violence sexiste générées par le système patriarcal et dont la forme la plus ultime est le féminicide. Nous nous mobilisons contre la discrimination qui font violence aux femmes à la croisée des systèmes d'oppression. Nous nous mobilisons contre l'industrie de la guerre et de l'armement en complicité avec les gouvernements qui amplifient les violences envers les femmes. Donc, ça, c'est vraiment tout un axe violence. Puis, on le suit aussi du pain des roses. Là, c'est vraiment un enjeu qui est important pour la Marche mondiale des femmes. Tu sais, on le voit continuellement, les violences envers les femmes ne diminuent pas. Les féminicides continuent à être commis. On voit aussi, tu sais, notamment que les groupes qui travaillent en violence sexuelle, violence conjugale, exploitation sexuelle sont cool, tu sais, les demandes d'aide, malheureusement. Puis ce qu'on constate aussi sur le terrain, c'est que les violences se perpétuent de plus en plus jeunes, en se jeunes, en fait. Donc, ça traverse les âges, ça traverse les classes sociales, ça traverse les frontières. La violence est vraiment présente. Puis on voulait vraiment le dénoncer et surtout le rappeler, tu sais. J'aimerais savoir ton avis là-dessus. D'ailleurs, question, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années, il était question du racisme systémique avec notre gouvernement, le même qu'on a en place actuellement d'ailleurs aussi, qui refusait un peu d'admettre que ça existait et c'est définitivement le cas. Comment tu vois ça par rapport à la violence qui est faite aux femmes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est systémique là-dedans? Et par là, on s'entend toujours sur le fait qu'on dit pas que tout le monde est violent envers les femmes, mais que ça fait vraiment partie intégrante de la manière dont on est socialisé, de la manière dont on évolue. Comment tu te positionnes par rapport à ça? C'est vraiment une parenthèse, mais je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Ben vraiment, la violence envers les femmes est systémique, elle est politique, historique, tu sais, elle est incrustée dans nos systèmes, on peut pas le renier. Puis, en fait, moi, j'aime beaucoup une historienne française qui a fait une anthologie sur le continuum féminicidaire et qui mentionne que justement le féminicide, en fait, c'est pas juste un acte physique, euh, c'est-à-dire le crime de tuer une femme, c'est toute une histoire aussi, le féminicide, tu sais. C'est l'histoire des femmes à travers ce qu'on apprend aux jeunes filles, c'est l'histoire des relations hommes-femmes à travers ce qu'on dénonce, ce qu'on voit à travers la pornographie notamment. C'est l'histoire des femmes dans la sphère publique, c'est l'histoire des femmes. Donc, c'est constamment notre place à travers l'histoire, mais notre place dans l'espace public. Donc, le féminicide, c'est pas juste un acte intime, c'est un acte public. Donc, il sort d'un contexte conjugal, il sort d'un contexte familial, il sort d'un contexte non intime. C'est vraiment des systèmes, notamment le patriarcat, qui permet une domination envers les femmes. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait, parce que Christelle Tarot le dit, une gifle n'est jamais simplement une gifle. En fait, elle est permise parce qu'on se dit, on a une image qu'on peut donner une gifle à une femme. Et à partir de l'image qu'on peut,
on peut le faire. Et c'est là le problème. Et c'est là qu'on voit que c'est systémique, c'est parce que c'est enraciné dans notre éducation, c'est enraciné dans notre culture, c'est enraciné dans nos systèmes. Tout à fait. Et comme le racisme systémique, je pense malheureusement pas qu'on a des décideurs qui sont sur le point d'admettre que cette violence envers les femmes-là est systémique aussi. Et c'est très malheureux parce que ça fait partie de ce qu'on a besoin, je pense aussi, tu sais, au-delà de tous les efforts qu'on fait et qui nous permettent d'avancer définitivement. Mais je pense que tant qu'en tant que société, on sera pas tous en mesure d'admettre que c'est systémique, ça va être très difficile d'enrayer la violence qui est faite envers les femmes. C'est difficile parce que tout est basé sur la domination de femmes, sur le Exact. colonialisme, le capitalisme. C'est les trois systèmes qui font qu'on est constamment devant les mêmes situations. Hein. L'histoire se répète tout le temps, puis on n'est pas capable de s'en sortir. Puis c'est ça le problème. Si on se laisse pas la chance de pouvoir se voir dans d'autres situations, on n'arrivera pas. On n'y arrivera pas. Si on voit pas plus d'égalité, si on voit pas le gain au-delà du capital, on s'en sortira pas. C'est aussi simple que ça. Non, tout est clairement interrelié, effectivement. Puis je pense que le désavantage qu'on a aujourd'hui, tu sais, en tant que femme, on a gagné beaucoup quand même en droit. Il y a eu des avancées significatives qu'on peut pas remettre en question. Mais je pense que c'est rendu encore plus problématique maintenant parce que c'est plus sournois. Hein, on entend tellement cette l'égalité est atteinte entre les hommes et les femmes. Maintenant, les femmes peuvent travailler à l'extérieur de la maison, elles peuvent vivre célibataires toute leur vie, elles peuvent faire ci, elles peuvent faire ça, que ce qui reste qui est loin d'être juste un petit vernis à gratter pour arriver au bout de tout ça, ben en a l'air d'un pour beaucoup de gens quand même qui voient même un caprice, alors que dans les faits, quand on voit les statistiques, entre autres, par rapport à la violence qui est faite envers les femmes, la violence conjugale, la violence sexuelle, on se rend compte qu'on est loin du compte. C'est pas normal. Il y a rien de normal dans tout ça, puis on est très, très loin de cette égalité-là. Et par égalité, j'entends où hommes et femmes seront au même niveau de pouvoir, sont capables de se regarder un en face de l'autre et dire, hey, on est à la même place. On n'est pas là. Là. Non, non, c'est clair. Puis même, je trouve que, ben, tu sais, on constate une régression avec les images qui sont prodiguées, qui sont promues, en fait, à travers les réseaux sociaux. Tu sais, on voit beaucoup d'images qui rabaissent la femme, qui humilient, qui objectivent. Donc, c'est sûr que ça ramène des vieilles images iconographiques qu'on voyait dans les années 70. C'était la femme doit passer la balayeuse, puis elle doit rester à la maison pour prendre soin de ses enfants. Puis même, on voit des courants plus traditionnels qui reviennent en place. On voit aussi une crise de la masculinité qui est en lien avec ça. Donc, on voit quand même que il y a des résistances à l'émancipation des femmes, mais surtout à l'égalité. Puis c'est ça qui génère des problèmes sur nos luttes communes féministes. Tu sais. Puis même à l'intérieur des mouvements féministes, ça devient compliqué également de voir cette ces espèces de barrières qui nous empêchent d'avancer, tu sais, sur le rapport au corps notamment, tu sais, sur le droit à l'avortement aux États-Unis. C'est quand même assez angoissant de voir que certaines listes sont remises en question actuellement en 2025 à cause justement des médias sociaux notamment. Tu sais. Puis on voit qu'il y a quand même une ouverture à ce type de pensée-là. Donc, c'est ça qui est le plus stressant, je pense, aujourd'hui. C'est qu'il y a une régression au niveau de ce comment on fait la promotion des femmes, en fait. Comment on les présente. Tout à fait. Puis tu le sais pour l'avoir étudié aussi, hein, c'est l'histoire des femmes, c'est des avancées, des reculs, des avancées, des reculs. Puis je pense qu'on a quand même réussi à gagner quelque chose d'intéressant avec tout ce qui a été le mouvement MeToo dans les discussions qu'on a eues, dans les choses qu'on ne laisse plus passer. Maintenant, je travaille aussi pour un organisme d'éducation à la sexualité. Quand on parle de consentement, quand on parle de masculinisme, c'est des choses aujourd'hui qu'on ne laisse plus passer, alors qu'avant, c'était différent. Je pense qu'on a un peu un backlash de ça en ce moment aussi, là. Une partie de la population qui, elle, revient sur ses gardes par rapport à ça, puis une montée de tout ce qui est conservateur, entre autres aussi, valeurs conservatrices pour cette raison-là. Puis oui, c'est effrayant. C'est effrayant, mais au moins, si on regarde l'histoire, on voit qu'en continuant de se battre, ces petits reculs-là ou grands reculs, dans certains cas, ben on a été capable de les regagner, mais sans jamais baisser les manches. Là. Je pense que c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre, puis c'est ce que Simone de Beauvoir disait très bien aussi. Là. Ce que vous avez acquis, vous pourrez toujours le perdre, puis vous devrez toujours être sur vos gardes, puis c'est clairement ce qu'on voit en ce moment. Là, on est allé loin, mais c'est pas grave. Moi, j'ai adoré aller loin. Mais là, on va revenir. Tu me parlais de 3 grands axes pour la Marche mondiale des femmes. Le premier axe étant la violence. Je te laisse poursuivre avec la suite.
L'autre, c'est la pauvreté qui représente une violence systémique. Donc, on se mobilise contre l'appauvrissement généré par la division sexuelle du travail et genré, de même que par la non-reconnaissance du travail invisible, comme ici comme ailleurs. On se mobilise contre tous les préjugés qui portent atteinte à la dignité des filles et des femmes et de toutes les personnes. Et on se mobilise contre les choix politiques qui misent à la redistribution de la richesse et qui promeuvent, en fait, la privatisation des services publics. Ben, tu sais, ça, c'est clair que tous les jours, quand on ouvre les médias, on est constamment ébahi par les choix politiques qui, malheureusement, fait toujours la promotion de l'argent au détriment de la personne. Et on le voit notamment dans la crise du logement, la précarité des gens qui ne sont plus capables d'avoir un toit, l'augmentation de la nourriture également, quand il y a quand il y a des entreprises qui font un gain exceptionnel sur la redistribution de la nourriture. Il y a vraiment des enjeux, des choix qui sont faits, euh, qui visent à remplir les coffres de l'État, mais juste sur une vision très courte, en fait, et qui appauvrissent les citoyens et les citoyennes et qui créent justement des besoins d'un autre sens au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Puis finalement, ben, on est toujours mal pris. On est toujours mal pris parce que finalement, on met pas l'argent à la bonne place. On met pas l'argent dans des logements sociaux qui vont aider les gens à être justement productifs. Si c'est ça le besoin, ben, investissons dans l'humain, tu sais. Puis on veut ce changement. Puis c'est ça qu'on dit, tant qu'on verra pas en dehors de la boîte, c'est-à-dire en dehors des trois systèmes qui nous oppriment, le colonialisme, le patriarcat et le capitalisme, on peut pas sortir de ça. Malheureusement, on est en train de précariser encore plus les personnes dans le besoin, puis on détruit, on détruit un écosystème, puis une beauté au Québec, une beauté qui était sociale, un rêve, un idéal, puis on est en train de le changer au détriment du capital. Oui, je veux bien voir le positif, mais si on se confronte pas en tant que société au fait que les inégalités sont profondes et ne touchent pas seulement les femmes, et que ça touche également les hommes, et que les hommes prennent conscience que les luttes féministes sont autant pour eux que pour nous, ça serait, pour moi, ça serait ça, être positif. Ça serait, tu sais, de voir que justement, les luttes féministes sont collectives, sont pas juste pour les femmes, tu sais. Beaucoup d'hommes sont le seuil de la pauvreté, ont des besoins aussi au niveau de leur santé, ont des besoins au niveau de l'éducation. On le voit, les jeunes réussissent moins bien que les jeunes filles à l'école. Tu sais, pourquoi? Posons-nous des questions, tu sais. Les hommes aussi ont besoin d'un système qui les soutient. Il faut arrêter de rester dans une perception où les femmes clémentes un peu, puis non, au Mais contraire. ça va avec notre système, justement, patriarcal et ses valeurs, la femme douce, gentille, bienveillante, soumise, et donc qui aura sûrement des besoins et besoin qu'on lui donne des choses, et l'homme fort et pourvoyeur qui, lui, a besoin de rien dans notre système de toute manière, là. Et c'est faux. Et je suis tellement d'accord avec toi aussi. J'ai un épisode cette saison-ci de Guerrière qui est consacré à pourquoi le féminisme aiderait les hommes. Et c'est incroyable. Je sais pas si tu as lu le livre Pour l'amour des hommes de Lise Plank. Non. Moi, ce livre-là a changé complètement ma vision du féminisme quand j'ai vraiment compris, sans dire qu'on est à la même place, hommes et femmes, c'est pas vrai, mais à quel point le système dans lequel on vit, avec ses stéréotypes de genre, entre autres, ses rôles super genrés, nuit aux hommes d'une manière épouvantable, vraiment épouvantable, qui crée de la détresse. Écoute, chaque jour que la vie passe en ce moment. Puis t'as raison quand tu dis que ça fait clairement partie d'une heure de la guerre aussi d'être en mesure de pouvoir l'exposer aux hommes. Puis ça, je pense que ça fait partie aussi de notre travail. Moi, c'est ce que j'ai réalisé aussi, essayer. Puis c'est pas facile pour moi d'éviter les discours qui sont plus polarisants pour être un petit peu plus dans la nuance, pour les inclure aussi, pour leur montrer que bon, oui, quand on parle d'inégalité que vivent les femmes, c'est pas contre les hommes, c'est dans le but qu'on arrive à un niveau similaire ensemble et ça ne vous enlèvera rien, même qu'au contraire, vous avez ça à y gagner. Mais c'est pas facile parce qu'on a effectivement, puis j'ose croire une minorité quand même. Moi, je les vois beaucoup sur les réseaux sociaux, malheureusement, quand je fais des publications, mais une minorité d'hommes très réfractaires à tout ça, parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça implique non plus, puis ils comprennent pas nécessairement tous les tenants aboutissants de ce qu'on demande en tant que femme, qui dans le fond, quand on s'y arrête, on y pense, peu importe, le tout domaine confondu, est vraiment juste le gros bon sens, là, le très gros bon sens, point. Mais oui, je suis complètement d'accord. Donc, C'est on aussi était... le, Oui, vas-y. c'est aussi le terme, en fait, tu sais, féministe. Tu sais, on parlait tantôt de l'invisibilisation des femmes à travers l'histoire.
c'est important de mentionner aussi, tu sais, les préjugés envers les femmes sont vraiment forts. Puis tu sais, souvent, on va appeler une gang de personnes les gars ou les mecs, ou tu sais, on va masculiniser tous nos termes, tu sais, toutes nos conversations vont être au masculin, même s'il y a une majorité féminin. Donc, l'association aux femmes, même, porte juste à être réfractaire. Juste le terme féministe, c'est genre, ben non, je veux pas m'associer aux femmes, c'est juste pour les femmes, cette histoire-là, tu sais. Mais non, c'est ça, le féminisme, c'est la lutte à l'égalité, c'est un chemin. Le chemin, on doit le faire ensemble. Tu sais, c'est pas une finalité, la finalité, c'est l'égalité. Donc, allons-y ensemble. Tu sais. Puis si toi, tu veux valoriser une masculinité positive, ben vas-y. Puis dis que t'as pas honte d'être aux côtés des femmes, puis tu sais, de faire partie de la gang de filles. Tu sais. Mais c'est ça qu'on veut. Je pense qu'on est rendu là, justement. Il y a beaucoup d'hommes qui s'en rendent compte, qui se mobilisent. J'ai des discussions souvent même avec mon chum là-dessus, qui commence à plus réagir aussi au bureau, dans les espaces publics. Tu sais, hashtag not all men, là. OK, parfait, mais vous êtes où? Montrez-vous. On le sait que vous existez, là. C'est pas pour dire que vous existez, mais vous êtes où? Pourquoi vous manifestez pas? Pourquoi vous laissez que certaines personnes parlent d'une certaine manière de vous alors que vous êtes pas comme ça? Montrez-vous, tu sais, marchez à nos côtés, soyez là. Marchez à nos côtés, ben voilà. Quand il y a eu Polytechnique en 1986, quelques années plus tard, il y a plusieurs hommes qui se sont mobilisés pour dénoncer justement l'attentat antiféministe, anti-femmes. Et c'est eux qui ont apporté justement le ruban blanc en signe de solidarité envers les femmes. Donc les hommes sont là. Autant les femmes sont invisibles lorsqu'elles sont vainqueurs à travers l'histoire, autant les hommes qui sont tu sais, qui ont une vision égalitaire, qui veulent apporter appui aux femmes sont invisibles aussi à travers l'histoire. Fait que finalement, cette invisibilisation-là, cette silenciation des personnes qui participent à une émancipation puis à sortir du système, ben ça bloque en fait les changements. On devrait avoir plus de femmes euh, fortes, des femmes qui ont changé l'histoire, des femmes en sciences, en mathématiques, qui sortent des cadres, puis valoriser les femmes qui ont des métiers traditionnels, puis changer nos modèles. Il faut qu'on change nos modèles. C'est ça, en fait. Pareil pour les hommes. Tu sais, il y a des hommes profs qui sont super heureux en milieu éducatif. Il n'y a pas de préjugés. L'important, c'est que tu sois heureux. C'est juste ça, heureux, heureuse. Là. Tout à fait. Puis moi, j'aime dire justement, on donne en ce moment dans l'organisme pour lequel je travaille des conférences sur le masculinisme. Puis je pose toujours la question est-ce que selon vous, on manque de modèles masculins qui sont positifs? Puis là, les gens disent oui, oui. Puis je suis comme mais c'est pas gentil là pour 90% des hommes ce que vous dites en ce moment là. On ne manque pas de modèles, on ne les met pas en lumière. C'est pas eux qu'on voit. C'est ça le problème. Il faut qu'on retourne le spotlight vers le commun des mortels, en fait, parce que le commun des mortels correspond à ces modèles positifs-là, ou du moins, on plein de comportements positifs, parce qu'on n'est jamais, je crois, qu'un modèle positif ou négatif dans la vie, là. C'est pas possible, ça, de toute façon. Ça fait partie du problème. Effectivement, c'est la représentation qu'on se fait actuellement qui est encore super problématique. Puis les réseaux sociaux, c'est sûr, qui contribuent à l'accentuer aussi, là, forcément. Fait que ça rend les choses plus compliquées encore. Hey, super intéressant, mais maintenant, il faudrait passer au troisième axe. Troisième axe, c'est en fait en lien avec l'environnement. C'est un des axes qui a été apporté justement par la mobilisation mondiale. Donc, elle n'était pas présente en 95, mais c'est vraiment en écoute, en écho, en fait, au changement climatique. Donc, les femmes se sont mobilisées puis ont dit il faut vraiment qu'on parle de la crise climatique qui affecte particulièrement les femmes. Donc, le Pourquoi? capitalisme responsable. En fait, les enjeux climatiques ont plusieurs conséquences tangibles, notamment parce que les femmes sont en première ligne au milieu justement de l'agriculture à travers le monde. C'est ça, on a une vision mondiale. Hein, il faut pas l'oublier à la marche mondiale des femmes. On parle pas juste des femmes au Québec, mais on parle vraiment d'un acte mondial. Donc, lorsqu'on parle on parle des enjeux climatiques, les femmes sont particulièrement touchées, notamment parce que lorsqu'on doit aller chercher de l'eau, par exemple en Afrique, les sources sont de plus en plus loin, donc les femmes se mettent de plus en plus en vulnérabilité. Les femmes aussi sont souvent plus dans l'espace privé, donc restent plus souvent à la maison, donc vont être confrontées justement à protéger leurs enfants, à vouloir quitter leur logis pour avoir de meilleures conditions de vie, pour avoir accès à de la nourriture.
et elles vont gérer l'agriculture qui est plus de proximité. Donc, c'est elles qui vont alimenter, comme je viens de mentionner, leurs enfants, leurs grands-parents lorsque c'est une multigénérationnelle. Donc, on le voit de plusieurs façons, puis ça affecte énormément aussi. C'est moins direct comme conséquence, mais ce qu'on constate, c'est de plus en plus lorsqu'il y a un réchauffement climatique, lorsque les personnes sont confrontées au changement de température, à des températures extrêmes, notamment la chaleur. On voit une hausse des violences envers les femmes. Donc, Ah ouais. En France, ils ont constaté une augmentation des féminicides cette année en lien avec la canicule. Ils sont en train de sortir des données, justement, qui démontrent que plus il fait chaud, moins les gens sont tolérants, plus les gens sont agressifs, plus ils ont tendance à consommer de l'alcool ou à sortir justement. Et ça fait que les femmes subissent les contre-coups de ce stress, en fait, de cette chaleur ou de cette consommation. Et ils ont fait une corrélation entre les canicules et les féminicides. C'est Donc, vraiment très intéressant. Puis il y a comme l'appel au temps de crise, là, un peu comme ce qu'on a vu pendant la pandémie un peu, là, on est dans le même principe. La population devient sous tension, on observe une hausse des violences envers les femmes. En général, probablement, hein? C'est du sens. absolument. Ouais, ouais. Donc, ça touche de plusieurs façons les femmes, notamment, mais comme je te dis, ça touche tout le monde, finalement. Ben oui, puis on s'entend que c'est pas comme si se préoccuper de l'environnement, c'était pas une bonne idée en ce moment, dans tous les cas. Mais je trouve ça intéressant de faire vraiment le lien justement avec les femmes dans le cadre de la marche mondiale. C'est super intéressant, effectivement. Et là, OK, là, on poursuit. Fait que tu m'as parlé des 3 axes. C'est ce qui est revendiqué pour cette marche-ci cette année. Là, il faut qu'on déconstruise là, cette histoire de marcher, ça sert à rien. Parce que je vais être très honnête avec toi, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai longtemps pensé. Et même en ayant participé à des marches, j'avais pas l'impression de faire une différence. Puis c'est beaucoup le discours qu'on entend. On entend, ben là, c'est pas parce que je vais marcher dans la rue que ça va changer de quoi. C'est quoi l'impact de ça, dans le fond? Qui c'est qui regarde ça? Qui c'est qui écoute ça? C'est quoi le changement réel que ça peut occasionner? Fait que j'aimerais bien ça t'entendre là-dessus. Ben moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire des droits des femmes. Puis quand on regarde l'histoire des droits des femmes, ben, ça a été beaucoup fait grâce à justement des mobilisations dans l'espace public. Puis on a eu le droit de vote grâce à ça. Ça a pris pas mal de temps. De 1900, je pense de 1922 à 1940, les suffragettes Quelques sont marches. partis. Pas mal de marches, c'est ça. Tu sais, du pain et des roses, c'est pas sorti d'un nuage. Les femmes l'avaient fait avant. Ils sont partis marcher jusqu'à Québec, déposer des projets de loi pour que les femmes puissent avoir accès au suffrage, au vote. Je pense que ça a pris 12 ans. 12 ans à chaque année sont allés, puis ils ont déposé le projet, puis ils ont été refusés, notamment merci Thérèse Casgrain, puis Dola Saint-Jean. Merci à ces féministes qui ont jamais lâché. C'est en prenant la rue, en marchant, en dénonçant. Il y a encore, là, récemment, il y a eu quoi, le printemps érable? Il y en a eu plein de manifestations qui ont changé les choses au Québec. Tu sais, il y a eu le printemps érable, il y a eu la grève de la FAE, il y a eu les mouvements avec Greta Thunberg pour l'environnement. C'est pas vrai. En fait, je pense qu'on change bien moins les choses assis dans son salon, sur son canapé, que dans la rue en train de crier. Moi, je pense que vraiment, tant que je vais avoir le droit d'aller crier dans la rue, je vais y aller. Parce que premièrement, c'est mon droit. Puis je suis contente d'être une femme et d'avoir le droit d'aller crier dehors. Parce qu'il y a une couple d'années, on n'avait même pas le droit de crier à l'intérieur. Donc, non, non. Moi, je trouve que c'est vraiment important d'aller marcher dehors. Ça montre notre mécontentement. Aussi, au niveau des médias, ça fait une vitrine mondiale, hein, notamment sur les enjeux qui sont criés, qui sont critiqués dans certains pays, dans certaines provinces. Donc, ça montre aussi, tu sais, un comparatif mondial. On aime bien ça se comparer aux autres, là. Donc, ça fait pas une belle vitrine de voir qu'un peuple est en colère. Puis je pense que le peuple aussi oublie tout le pouvoir d'un soulèvement populaire. Ouais, Euh, ça s'est perdu de vue, ça, hein, dans l'individualisme, là, tout ça, là, cette idée de on va se mettre ensemble puis on va faire bouger les choses. Ah ouais, et on a fait tomber des choses, on a fait tomber des têtes aussi pendant un certain temps. Tu sais, on a fait tomber des gouvernements. On faut pas négliger le pouvoir du peuple. On est beaucoup, on est là, on est présent. Avec du pain et des roses, lorsque les femmes se sont mobilisées, ils ont eu des gains, hein. L'augmentation du salaire minimum, il y a eu la perception automatique des pensions alimentaires, il y a eu la création de logements sociaux. Il y en a eu des gains, printemps érable pour notre génération, il y a eu le gel des frais de scolarité, même si une couple d'années plus tard, ils nous ont ramassé encore une fois avec l'augmentation des frais de scolarité, mais dans un sens, c'est normal, tu sais, on peut pas passer à travers le fait que les salaires augmentent pour aller chercher de l'argent quelque part. À un moment Exact, donné, il exact. faut pas non plus se leurrer, là. Je veux dire, on peut pas tout le temps
Mais on en paye des impôts. Tu sais, notre argent devrait être bien mis, là. On en a perdu beaucoup d'argent, là, avec les décisions gouvernementales au cours de la dernière année. Puis on en voit des scandales que, genre, nous-mêmes, on se permettrait jamais à des plus petites échelles de faire. Tu sais. Donc, non, je pense que c'est ça. Moi, je me dis que on a la chance, on a la possibilité d'aller dehors. On pense ne pas vivre de violence en faisant nos manifestations, en revendiquant nos droits et en revendiquant une qualité de vie meilleure pour toutes et tous. On pense aux femmes en Iran. Gardons la voix. Continuons d'hurler. Gardons aussi en tête les femmes en Afghanistan. Euh, on doit marcher. On doit dénoncer. On doit être là. C'est un devoir. C'est un devoir pour honorer les femmes qui ont été là avant nous. C'est un devoir pour nos filles, pour les prochaines générations. On a un pouvoir. Et si on reste dans notre salon en pensant qu'un post Facebook en disant qu'on est solidaire va changer le monde, ben moi, c'est là que je bloque. Tu sais. Ça a bien marché avec MeToo en 2007, mais on n'est plus là pantoute, là. On est ailleurs. Les médias sociaux nous hypnotisent, euh, nous gardent captifs, en fait. Et pour moi, c'est seulement à travers le lien humain, c'est à travers la mobilisation collective qu'on peut changer les choses. C'est notre seul pouvoir, utilisons-le. Ben, tu vois, moi, je suis d'accord, oui et non, parce que c'est définitivement un pouvoir, mais je crois à tous les autres aussi. Puis je pense que dans la mesure du possible, tous ceux qu'on peut saisir chaque jour sont pertinents. Il n'y a pas de petites actions. Moi, j'aime à dire, quand je discute de féministes avec les gens, que, hey, tu sais, ta discussion avec ton collègue aujourd'hui, là, elle valait la peine. Le post que tu as fait peut-être sur les réseaux sociaux, qui aura suscité une ou deux discussions entre des personnes en chair et en os éventuellement, ou même directement sur les réseaux sociaux. Fait que bref, je pense que toutes les actions sont pertinentes. Et ce qui est définitif, c'est que la marche mondiale l'est d'autant plus, alors que des femmes à travers le monde entier au marché pour toutes les raisons dont on a parlé aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant de le faire. Je trouve ça super intéressant de faire ça en groupe, de faire ça avec son chum, d'amener les enfants, d'avoir des discussions avec eux. Nous, on a des ados, d'avoir des discussions avec eux dans ce contexte-là aussi, les amener, leur expliquer pourquoi on participe, pourquoi c'est pertinent aussi. C'est une belle occasion d'informer puis de sensibiliser même les gens qui ne participeront pas aussi. Tu sais, tu parlais de la couverture médiatique. Je pense que c'est vraiment l'occasion ou jamais. Puis écoutez, pour ceux qui sont moins convaincus, ben venez marcher, prendre l'air, là, ça va faire du bien. Puis probablement que vous allez apprendre quelque chose pendant cette journée-là qui va faire en sorte que la prochaine marche, ça va être un no-brainer pour vous. C'est sûr que vous allez vouloir participer aussi. Oui, puis c'est un frisson d'être autant. Tu sais, on n'en sort pas indemne. On n'en sort pas, on en sort touché, en fait. C'est rare les gens qui vont à une manifestation avec autant de personnes autour d'eux qui en sortent indemnes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été touchés par une personne, qui n'ont pas rencontré quelqu'un. On va tous sortir avec un souvenir. Puis je suis d'accord, il n'y a pas de petites actions. Je pense que toutes les actions sont importantes, mais la prise de l'espace public pour les femmes, c'est symbolique. Ah, Et clairement. il faut pas l'oublier, tu sais. Puis on Parce a qu'on la se fait chance de le petite. faire. Parce qu'on se fait petite depuis toujours, en fait. Fait que le simple fait de sortir dans la rue, de parler fort, ça fait déjà une différence qui est énorme au niveau de la représentation. Aussi, le symbole, la représentation, c'est super fort. Puis t'as raison dans ce que tu nommes aussi. Aller marcher ensemble aujourd'hui en 2025, d'autant plus, c'est vraiment pas anodin, là. Partager l'espace avec des inconnus qui partagent pourtant des valeurs communes aux tiennes puis qui sont là dans un même but, une même mission. C'est sûr que tu sors de là touché, là. C'est sûr que tu sors de là transformé jusqu'à un certain point et rassuré. Peut-être aussi par le fait que, ah, OK, moi, j'étais toute seule chez nous à capoter avec ça depuis, j'en avais parlé à ma chum, pis c'est tout, là, depuis des semaines, des mois, des années. Non, non, je suis pas toute seule. Il y en a d'autres, des gens qui sont préoccupés par ça aussi. Oh, c'est beau! Moi, écoute, je me suis, tu m'as et je me suis convaincue que je participerai définitivement à la marche à venir. Surtout que c'est un samedi. Ça tombe bien pour moi. C'est parfait Puis aussi. amener toute ta famille. Absolument. Fait que cette année, le 18 octobre à Québec, on va marcher pour le droit des filles et des femmes de vivre en paix et en sécurité. Le droit des filles et des femmes de pouvoir faire leur propre choix de manière libre et éclairée, mais que aussi ceux-ci soient respectés. Le droit à un revenu décent garantissant une autonomie économique aux femmes pour vivre dans la dignité. Le droit à un accès gratuit et universel à des services publics de qualité, notamment en santé et en services sociaux, en éducation et plus encore. Le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux des humains, des communautés et de la biodiversité.
Cette année, on va marcher pour une société basée sur des valeurs féministes qui placent l'économie au service du vivant. C'est beau! On C'est a parfait. travaillé fort. Écoute, on marchera pas pour rien. C'est ceux qui prétendent qu'on marche pour rien. Écoute, ils sont dans le champ sur un jeu de temps avec tout ça. C'est clair. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde, là, si tu pouvais dire ou faire comprendre une chose à tous ces gens à propos de la marche mondiale des femmes, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent? J'ai envie que les gens retiennent que les femmes, c'est 51% de la population. C'est au-delà de la sœur, de l'enfant, de la mère, de la tante. Tu sais. Ça concerne 51 de la population. 51% de la population, c'est énorme. Tu sais, on est 8 milliards d'habitants, c'est 4 milliards de personnes sur cette terre. Donc, on marche, on dénonce pour beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui sont victimes de violences et qui vont avoir la difficulté à traverser leur vie. Donc, je pense que c'est vraiment un mouvement solidaire, la marche mondiale des femmes. Faut pas l'oublier. C'est 65 pays à travers le monde. C'est ensemble qu'on essaie de montrer qu'on est soror, on est là, puis on sera toujours là. Peu importe si nos sœurs d'Afghan ou d'Afghanistan, nos sœurs en Iran, nos sœurs en Palestine sont en train de perdre des droits de parole qu'on n'entend plus, on sera là, nous, pour crier pour elles. On va continuer à dénoncer. C'est ça, un mouvement solidaire transnational. C'est la marche mondiale des femmes. C'est ça qui est beau. T'as raison. Alors, je pense qu'encore aujourd'hui, tout ce qui touche les inégalités que vivent les femmes à travers le monde est beaucoup trop souvent, chez nous, puis même ailleurs, vu comme un caprice, alors que c'est très fort ce que tu dis quand tu parles de ces fameux 51%-là. Là. Hey, on parle de la moitié du monde, la gang. Là. On s'en va marcher pour la moitié de la population mondiale. Et l'autre moitié aussi, parce qu'on s'est déjà parlé du féminisme, puis en fait, on sait que c'est à l'avantage de tout le monde. On va marcher pour tout le monde. Qui c'est qui veut pas venir marcher pour tout le monde? On se mobilise le 18 octobre prochain à Québec, à la place de l'Assemblée nationale, au 1086 boulevard Honoré-Mercier. Ça commence à 10 heures. Il va y avoir plein de prises de parole. À midi, on prend les rues, on va marcher 2 kilomètres. C'est un trajet qui est accessible. Il va y avoir de la traduction à LSQ. Il va y avoir des personnes qui vont pouvoir aider les personnes à mobilité réduite ou ayant des besoins fonctionnels pour pouvoir marcher avec nous aussi. Donc, c'est une marche qui est inclusive, qui se veut accessible. Ensuite, on va aller faire des discours, puis une activité de clôture à partir de 15 heures. Ça va vraiment être un beau moment. Ça va vraiment être un beau moment. Pour venir à Québec, le 17, il va y avoir aussi des mobilisations pendant toute la journée. C'est une journée féministe. Ça se finit avec la nuit des sans-abri, parce que justement, l'itinérance, la pauvreté, c'est connect. Il y a des enjeux. Il faut qu'on les aborde, il faut qu'on les soulève, il faut qu'on change notre société. Venez marcher avec nous. Venez marcher, on veut être plus de 10 000 personnes! Yes, on le sera. Ben, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été là et on se voit à la Marche mondiale.